En moins 25 000 avant la bataille de Yavin, selon The Essential Atlas de Jason Fry et Daniel Wallace, publié en 2009, les Hutt migrent vers le système Itub et s'installent sur Naleta. 25 millénaires plus tard, cette même planète n'a jamais changé de main. 3 régimes galactiques majeurs se succèdent sur cette période. L'Ancienne République, l'Empire Sith de Dark Malgus et Darkmar pendant les guerres galactiques de l'ère de l'Ancienne République, puis, des millénaires plus loin, l'Empire de Palpatine. Aucun n'a jamais soumis Naleta par la force, aucun n'a jamais siégé sur le trône du Conseil Hutt. Un ordre entier voué à la protection de la paix et un autre voué à la domination absolue ont coexisté avec les Hutt pendant 25 000 ans sans qu'aucun des deux ne parvienne à les piller durablement. Ce n'est pas une question de puissance militaire. Un Hutt adulte ne porte pas d'armure, ne manie aucune arme, ne se déplace qu'en glissant sur sa propre masse. Jabba Desilijik Tiure, qui règne sur Tatooine sous le nez de l'Empire pendant des décennies, n'a jamais levé un doigt dans un combat de sa vie. Et pourtant, ni la République, ni l'Empire, ni un seul site documenté n'a jamais réussi à faire de Hutt Space autre chose qu'un territoire toléré, négocié, contourné. L'origine du motif remonte à un affrontement dont peu de récits parlent aujourd'hui. Vers 25 100 avant Yavin, un chef de guerre humain, nommé Xim le Despote, maître de l'Empire de Tion et de ses légions de droïdes de combat, entreprend de soumettre l'espace Hutt naissant. Selon la reconstruction établie par The Essential Atlas de Jason Fry et Daniel Wallace, publiée en 2009, et reprise dans plusieurs sourcebooks de jeux de rôle West End Games, Xim écrase d'abord la colonie Hutt de Kovari, avant d'être repoussé de Sléhéron et de perdre une partie de sa flotte dans les trous noirs de Xozai. Le chef Hutt Cossack le défie alors en combat rituel sur Vontor. 2 affrontements indécis s'y succèdent. Au 3e, les Hutt engagent des mercenaires clatouiniens, Nikto et Vaudran, et anéantissent ce qui reste de l'armada de Xim. Ces machines de guerre, ces légions de droïdes de combat, son titre même de despote, s'effondrent devant une espèce que l'histoire militaire de la galaxie n'a jamais prise au sérieux depuis. Voilà le premier fait que l'enquête doit poser avant toute autre chose. Le pouvoir Hutt n'a jamais reposé sur la force. Il a survécu à la force. L'ordre Jedi, à son apogée, contrôlait un espace où la volonté d'un seul esprit pouvait piller celle d'un autre. La suggestion mentale, documentée à travers des centaines de récits, canons et legends confondus, fonctionne sur les Gamoréens, sur les gardes impériaux de faible volonté, sur des créatures bien plus dangereuses physiquement qu'un Hutt. Dans La menace fantôme, sortie en 1999, Qui-Gon Jinn tente la suggestion sur un marchand de ferraille de Mos Espa. La caméra tient le plan. Qui-Gon lève la main, articule la phrase rituelle, et le marchand, un toïdarien nommé Watto, la coupe nette. Les tours d'esprit ne marchent pas sur moi. Seul l'argent compte. Une espèce entière, immunisée à l'écran, dans le premier film de la saga à montrer explicitement les limites de la force sur une intelligence non humaine. Aucun film, aucun roman, aucune bande dessinée, canon ou Legends ne montre jamais un Jedi tenter la même manœuvre sur un Hutt. Pas un seul cas documenté sur plus de 40 ans de production. L'absence elle-même est le signal. Un ordre qui compte sur la persuasion comme extension naturelle de son autorité morale n'a, à aucun moment de son histoire enregistrée, cru bon d'essayer sur l'espèce qui contrôle la plus grande partie du commerce d'esclaves et de spice de la galaxie. Sur Naleta, le pouvoir ne tient pas à une volonté unique qu'il suffirait de fléchir. Il tient à une structure. Anne C. Crispin, dans The Hutt Gambit, publié en 1997 dans le cadre de la trilogie Han Solo, documente l'architecture du Conseil Hutt Grande. Une assemblée de Khajidik, des clans entreprises rivaux, chacun tenant un pan distinct du commerce, de la contrebande, du crédit, de l'information. Aucun Hutt ne gouverne seul. Aucun esprit, si on parvenait à le piller, n'emporterait la structure avec lui. Plier Jabba n'aurait rien changé au Khajidik Bessadi. Plier Bessadi n'aurait rien changé à Desilijik. La suggestion mentale suppose une hiérarchie verticale,
un point de décision unique au sommet d'une chaîne de commandement. Le pouvoir Hutt n'a jamais eu cette forme. Les Sith, eux, n'ont jamais eu ce problème avec la persuasion. Leur outil n'était pas la suggestion, c'était la conquête, l'intimidation, la disparition pure et simple de l'obstacle. Et sur ce terrain, l'histoire documentée offre un seul cas confirmé de Sith ayant réellement brisé la neutralité Hutt par la violence. En janvier 2013, dans Éminence, 14e épisode de la 5e saison de The Clone Wars, Dark Maul, allié à Savage Opress et à Prévisla, se présente devant le conseil Hutt réuni dans son palais de Naleta. Jabba et son neveu Gorga y assistent par hologramme. Les autres membres, dont Oruba, siègent en personne. Maul exige l'allégeance de l'ensemble du territoire Hutt, sans un crédit à offrir en échange. Le conseil éclate de rire. Jabba lance ses chasseurs de primes, Sugi, Embo et Latsrazi, sur les 3 intrus. Le combat se joue au couteau, au blaster et au lance-flammes. Vizsla incendie la table du conseil pour couvrir leur retraite. Maul et Savage tranchent les gardes qui leur barrent la sortie. Quand la fumée retombe, il ne reste dans la chambre qu'Oruba, seul membre du conseil que la fuite n'a pas emporté. Maul le presse de questions. Oruba cède un seul renseignement, l'adresse du palais de Jabba sur Tatooine, avant que Savage Opress ne le tue. Aucune volonté n'a été pliée dans cette chambre. Un Hutt est mort les mains vides et les autres se sont simplement enfuis. Ce n'est que sur Tatooine, dans son propre palais, que Jabba choisit de se soumettre. Le Shadow Collective y massacre la garde, entre dans la salle du trône et Jabba, cette fois présent en personne aux côtés de Gorga, cède le territoire Hutt à Maul. Ce n'est pas le Conseil qui a plié. C'est un seul de ses membres, dans l'enceinte de son propre pouvoir, qui a choisi de composer. La victoire ne dure pas. Quelques épisodes plus tard, dans The Lawless, 16e épisode de la même saison, Dark Sidious atterrit sur Mandalore, tue Savage Opress d'un revers de sabre, capture Maul et démantèle en quelques minutes ce que le Shadow Collective avait mis des mois à bâtir. L'allégeance de Jabba, jamais formalisée au-delà d'un accord personnel, ne survit pas à la chute de son architecte. 25 000 ans d'absence de conquête, entamés une fois par la ruse et la force brute d'un seul homme sur un seul Hutt, et effacés en l'espace d'un épisode. L'Empire de Palpatine n'a jamais tenté ce que Maul a tenté. À aucun moment documenté de son règne, aucune flotte impériale ne bombarde Naleta, aucun inquisiteur ne traque un chef de Khajidik, aucun décret ne dissout le conseil Hutt. Jabba règne sur Tatooine, une planète sous administration impériale nominale, en toute impunité, jusqu'au moment de sa propre mort en 4 après Yavin. L'arrangement n'est jamais théorisé à l'écran, mais sa logique se lit dans ce qui ne se produit pas. L'Empire a besoin des routes de contrebande, du blanchiment, des réseaux d'informations que seuls les Khajidik maîtrisent. Détruire les Hutt n'aurait pas éliminé le crime organisé de la galaxie. Cela aurait seulement laissé un vide, sans personne pour continuer à faire tourner les circuits dont l'Empire lui-même profitait en silence. Sur la barge de sable au-dessus de la fosse du Sarlacc, en 4 après Yavin, un Jedi complet, formé, celui-là même que la prophétie identifie comme l'élu, tente sa propre approche. Luke Skywalker ne cherche pas à plier l'esprit de Jabba. Il ne l'a jamais tenté, ni dans le film, ni dans la novélisation de James Caan, publiée en 1983. Il arrive armé, confiant, certain que la menace directe suffira à racheter Han Solo. Le plan s'effondre. Luke se retrouve sur la planche, les yeux bandés par le vent du désert, au-dessus d'une bouche qui digère ses victimes sur 1000 ans, sans jamais les tuer d'un coup. Le rire de Jabba résonne au-dessus du pont du Skiff. Personne, ni les gardes, ni le Hutt lui-même, ne montre la moindre inquiétude face à la présence d'un Jedi armé d'un sabre laser à quelques mètres. Luke ne s'en sort qu'en récupérant son arme au vol et en tranchant sa propre issue dans le combat qui suit, pas en imposant sa volonté par la force à qui que ce soit sur cette barge. Jabba, lui, meurt étranglé par une princesse déguisée en esclave, pas par un pouvoir de la force. La méthode, encore une fois, reste physique. En février 2015, dans le premier numéro de la série Darth Vader, écrite par Kieron Gillen avec les dessins de Salvador Larroca, Darth Vader se rend seul, sans escorte, dans la chambre d'audience de Jabba sur Tatooine. Dark Sidious l'y envoie après la destruction de l'étoile de la mort
pour négocier avec le Hutt l'accès à ses réseaux de chasseurs de primes. Vador entre debout, non armé de sa force autant que de sa présence, dans une salle que Jabba contrôle depuis des décennies, cerné de ses gardes et de ses créatures. Il échange des menaces avec le Hutt, il en ressort avec les services de Boba Fett et d'un Wookiee mercenaire du nom de Black Krrsantan, engagé au nom de l'Empire. Jabba, lui, ne cède rien qu'il n'ait choisi de vendre. Un Sith Lord, l'un des porteurs du côté obscur les plus puissants jamais documentés, négocie avec un Hutt comme on négocie avec un chef d'État. Il ne le soumet pas, il le paie. Le motif se referme sur lui-même dans l'ère de la vieille République galactique. Le jeu vidéo Star Wars The Old Republic, développé par BioWare, documente un cartel Hutt qui négocie avec les deux camps d'une guerre totale entre la République et l'Empire Sith, sans jamais s'y rallier durablement. Sur Hutta, Nemro tient sa propre cour et traite avec les agents des deux camps dans la même journée. Karaga l'Inflexible, mogul suprême du cartel depuis près de 2 siècles, selon les archives du jeu, y règne à quelques kilomètres de distance, jusqu'à sa mort dans l'opération Karaga's Palace, antérieure à l'extension Rise of the Hutt Cartel. Son successeur, Toboro le Hutt, hérite du cartel et détourne son ambition vers Makeb, où gisent des gisements d'Isotope 5. En 2013, la République et l'Empire interviennent chacun de leur côté pour briser cette annexion, et l'opération de Toboro échoue. Mais le cartel, lui, survit à sa chute comme il avait survécu à celle de Karaga. Aucune des deux puissances galactiques, capables l'une comme l'autre de raser des mondes, ne tente jamais de démanteler le cartel Hutt lui-même. Or, c'est précisément là que le motif cesse d'être une simple observation de survie et devient un principe reconnaissable dans toute l'histoire de la galaxie. La Force, du côté lumineux comme du côté obscur, fonctionne en imposant une volonté à une autre. Le Jedi persuade, le Sith domine, écrase, absorbe. Les deux méthodes présupposent un point de résistance unique, un esprit central que l'on peut fléchir ou briser. La règle des deux elle-même repose sur cette logique. Un maître, un apprenti, une seule volonté qui doit finir par en dominer une autre. Les Hutt n'offrent aucun point pareil. Leur pouvoir est distribué entre Khajidik rivaux, ancrés dans des générations de mémoire commerciale, indifférents à la question de savoir qui, individuellement, porte le titre de chef à un instant donné. Détruire un Hutt ne détruit rien. Le Khajidik continue. Le conseil se reforme. La table, incendiée par Vizsla dans le palais de Nalota, est remplacée, et personne dans les archives disponibles ne mentionne même le nom de l'artisan qui en a taillé une nouvelle. La Force n'a jamais été conçue pour affronter une structure sans tête. Elle a été conçue pour affronter des volontés. C'est peut-être la seule vérité qui unisse Jedi et Sith, malgré des millénaires de guerre doctrinale. Les deux croient, chacun à sa manière, qu'un esprit suffisamment fort ou suffisamment vertueux peut infléchir le cours des événements. Les Hutt, eux, ne dirigent rien par la force de leur esprit. Ils gouvernent par l'irremplaçabilité de leur fonction. On ne persuade pas une fonction. On ne domine pas un marché en tranchant une seule gorge. 25 000 ans après la migration vers Itoub, la chambre du conseil que Maul a mise à feu tient toujours debout sur Naluta. Personne, dans aucune source disponible, ne documente qui a remeublé la salle ni combien de temps il a fallu. Le silence qui entoure cette restauration est le même silence qui entoure toute tentative de suggestion mentale sur un Hutt à travers 40 ans de récit. Ce n'est pas que la question n'a jamais reçu de réponse, c'est qu'elle n'a jamais été posée. Si cette invulnérabilité tient à une structure que la Force ne sait pas saisir, une autre structure du côté obscur a été conçue, elle, précisément pour empêcher qu'une volonté distribuée ne se reforme jamais en son sein. Une prochaine vidéo de la chaîne revient sur la règle des deux et sur la raison pour laquelle chaque apprenti Sith a fini par surpasser son maître, sans exception documentée, depuis Dark Bane.